Pour continuer donc sur cette thématique de la stratégie portuaire, j'appelle maintenant à me rejoindre Hervé Martel, président de l'Union des ports de France, président du directoire du Grand Port Maritime du Havre. Bonjour monsieur, merci. Stéphane Raison, président du directoire du Grand Port Maritime de Dunkerque. Marc Sandrin, sous-directeur à la sous-direction des ports et du transport fluvial, DGITM, Direction Générale des Infrastructures des Transports et de la Mer, et Bruno Vincent, qui est directeur des participants adjoints pour le secteur transport de l'Agence des participations de l'État. Merci messieurs d'être avec moi pendant une bonne quarantaine de minutes. Au vu de ce qui a été à l'entendu justement, à ce qu'on vient d'entendre de Paul Touré, je me tourne vers vous. Quelle est votre première réaction lorsqu'il parle de cette forme de gouvernance des ports d'État avec les territoires? Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites par Paul Touré, notamment le fait que les ports ne sont pas que des constructeurs et gestionnaires d'infrastructures, même s'ils le sont, ça reste important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il y a 5 ans, nous avons créé, avec les ports de Rouen et de Paris, le système AROPA, dont la vocation est vraiment de mettre l'accent sur cette dimension service aux clients, connaissance des filières, vision stratégique de long terme. Donc je ne peux être que d'accord là-dessus. Le Grand Canal, il n'a pas été construit, Paul. Donc il faut enlever ça des tablettes, il faut nous mettre à jour un petit peu sur les infrastructures. Il a été étudié, effectivement, mais on a pris la décision de ne pas le construire parce qu'on n'avait pas besoin de cette infrastructure. Donc, et c'est vraiment l'évolution vers cette réflexion économique de l'utilité des infrastructures que l'on conduit pour nos clients, qui peut-être par le passé a conduit à faire des investissements discutables, et aujourd'hui on n'en est plus là, d'ailleurs, parce qu'on n'en a plus les moyens. Sur la question de gouvernance, là où je diverge un petit peu, c'est que quand on dit les ports doivent être gérés par les régions, les ports doivent être gérés par les directoires. Il y a des orientations stratégiques de l'État et des collectivités territoriales, oui, mais la gestion quotidienne, je crois que c'est l'affaire des directoires des ports. Et du coup, je vais envoyer sur la question, qu'est-ce que c'est qu'un port? Qu'est-ce que c'est qu'un GPM aujourd'hui? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une administration? Alors, vous êtes mieux placé que moi pour y répondre. Alors, il n'y a pas de réponse évidente, parce que cette question, elle peut paraître idiote, mais elle n'est pas si simple que ça. En fait, un grand port maritime, aujourd'hui, ça a des clients. Ça vit des recettes de ses clients. Ça a des concurrents. Ces clients, ils peuvent partir chez un concurrent. Quand on a des clients, des concurrents, et qu'on vit des recettes de ses clients, je crois qu'on n'a pas trouvé de meilleure formule pour gérer ça qu'une entreprise. Ça peut paraître idiot, mais voilà, quelques idées simples. Mais ce n'est pas une entreprise comme une autre. C'est une entreprise qui déjà n'est pas mortelle. Elle est chargée de gérer des infrastructures publiques. Elle ne peut pas disparaître, difficilement. C'est une entreprise qui a comme responsabilité, pas uniquement le profit, qui porte des enjeux majeurs en termes d'industrialisation, de transition énergétique, de logistique, d'environnement, d'aménagement, qui porte des politiques publiques. On a confié à cette entreprise le portage de politiques publiques. C'est même une entreprise qui a des missions régaliennes, de police, de sûreté. Donc ce n'est pas une entreprise comme une autre. C'est une entreprise qui ne peut pas travailler toute seule. Une entreprise qui, ça a été dit, s'il n'y a pas de dessert ferroviaire, si les accès maritimes, qui sont de la responsabilité de l'État en France comme dans d'autres pays, ne sont pas en place, cette donc entreprise, une co-gestion. Elle ne peut pas... Je ne parle pas de gestion. Une entreprise qui doit alors se gérer comme une entreprise, mais qui ne peut intervenir que dans le cadre d'une politique publique, et qui est notamment chargée de porter une politique publique. Alors, avant de parler de modèle économique, parlons de modèle tout court. On a un modèle qui a été créé en 65, je dis, Jean Chapon est dans la salle, je rends hommage, on était à cette époque-là plutôt précurseur en France sur la mise en place d'un système corporate, comme on dit en bon français, c'est-à-dire d'une autorité portuaire qui fonctionne comme une entreprise, qui a cette autonomie financière, qui gère ses salariés comme une entreprise, en 65, à l'époque où Anvers, Rotterdam et les ports de la Hanse étaient encore gérés par des régies municipales. Aujourd'hui, ils se sont alignés en quelque sorte sur notre modèle. Donc, précurseur en France avec la loi de 65, les ports autonomes, retouché en 2008, retouché par la loi sur l'économie bleue, je crois qu'on a un modèle qui nous permet aujourd'hui de fonctionner bien si on le fait tourner de façon satisfaisante. Je crois qu'on n'a pas besoin de modifier en permanence ce modèle. Ce modèle nous a permis de faire AROPA, ce modèle nous a permis de financer Port 2000 ou Fosse 2XL avec des emprunts et du financement public. Je crois qu'on n'a pas fondamentalement de problème de modèle. Et on parle de privatisation, on parle de décentralisation. On a cette manie de la réforme permanente dans notre pays. Moi, je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'une profonde réforme du modèle lui-même. Alors, pas de problème de modèle, problème économique alors. Ce modèle, il peut nous permettre
de bénéficier du meilleur de la sphère publique et de la sphère privée. Alors, quels sont les champs d'amélioration pour une meilleure On peut aussi dynamique, nous permettre, alors si on n'y prend pas garde, d'avoir le pire de la sphère publique et de la sphère privée. Donc avec le même modèle, on peut avoir un système qui fonctionne ou un système qui dysfonctionne. Le meilleur, ce sont des entreprises qui gèrent leur personnel, leurs compétences comme une entreprise, des comités d'audit, enfin tout un fonctionnement d'entreprise avec un actionnaire exigeant sur la gestion d'entreprise. Tout est en place pour faire ça. Pour toucher, on peut rajouter la région au comité d'audit, c'est légitime, mais c'est fondamentalement, tout est en place pour que ce soit géré comme une entreprise. Alors, qu'est-ce qui va pas ouais. Qu'est-ce qui nous arrive depuis quelques années? Moi, je comprends que tout va bien. Alors, tout ne va pas bien. Pourquoi on parle? Depuis quelques années, alors tout a été dit en fait ce matin. On a perdu le pétrole. On a eu des fermetures de raffineries. La France a été précurseur en matière de transition énergétique. On a eu plus de fermetures de raffineries en France que dans la moyenne européenne. Les raffineries, c'est des investissements de long terme, c'est des coûts fixes et c'est des recettes qui couvrent des coûts fixes. Et ben, on a perdu les recettes et les coûts fixes, on les a toujours. Donc le modèle économique des grands ports maritimes, Dunkerque, raffinerie des Flandres, Aropa avec Petroplus, Marseille, enfin voilà, et demain, que sais-je, ce n'est pas fini. On a donc perdu des recettes. À côté de ça, on a des activités qui se développent. Grâce à la réforme de 2008 et un certain regain de compétitivité, on a repris à Dunkerque, à Marseille, au Havre, des parts de marché sur les conteneurs. Sauf qu'on est dans un marché déprimé. La croissance n'est pas là. Le modèle économique des armateurs, je me tourne vers Albert Thyssen, il est plus que dégradé aujourd'hui. On n'a jamais connu des taux de fret aussi bas et des situations aussi catastrophiques chez nos clients armateurs. Et quand le client n'a pas d'argent, ça a été dit, on ne peut pas augmenter les droits de port, il faut plutôt les baisser ou avoir une politique commerciale assez agressive. Donc on perd nos recettes historiques, on a du mal sur les trafics qui émergent à les rendre plus productifs. On se tourne vers notre autre source de revenus que sont les recettes domaniales. Oui, on peut, y compris sur du domaine public dont on est propriétaire, avoir des politiques tarifaires agressives, avoir des politiques de développement plus offensives, ce que nous faisons dans les ports. Et là, boum, nous tombe dessus la taxe foncière. C'est-à-dire qu'on passe d'un système... Je ne dis pas que ce n'est pas légitime ou que c'est légitime. Je dis qu'avant, il n'y avait pas de taxe foncière, demain, il y a de la taxe foncière. Et donc, pour la compétitivité du port en tant que terrain, pourvoyeur de terrain pour le secteur privé, c'est pas bon du tout. On va nous imposer des règles publiques, on nous tire vers un système administratif, au travers probablement de la loi Sapin, en tout cas les discussions sont en cours pour systématiquement mettre en concurrence, mettre de la procédure, avoir moins d'agilité, moins de réactivité dans la gestion de nos terrains vis-à-vis des clients. Alors tout ça, il y a probablement des légitimités, mais entreprise ou administration, l'équilibre est à trouver pour qu'on reste compétitif. Après, on nous parle d'impôt sur les sociétés, ça vient de Bruxelles. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'impôt, encore une fois, légitime, pas légitime, je ne sais pas, mais avant il n'y en avait pas, demain il y en a. On nous prend des dividendes, je ne dis pas que c'est légitime ou pas légitime, mais ça fait de l'argent en moins. L'État est censé financer les dragages en France, il en finance la moitié. En Anvers, il en finance la totalité. Et donc, ce que je dis, c'est qu'on a, par petites touches, un modèle économique qui se fragilise et où on risque finalement, si on n'y prend pas garde, au final, d'avoir le pire de l'entreprise, qui paye des impôts, et le pire de l'administration. On n'a plus le droit de placer nos trésoreries, par exemple. Nos trésoreries, on la place au trésor maintenant. Donc, dans la relation avec les banques, elles ne sont pas celles qu'une entreprise normale a avec le secteur bancaire. Voilà, c'est beaucoup de petites touches, de détails, qui font que globalement, on est assez inquiet sur notre modèle économique. Dans une période où, encore une fois, la conjoncture n'est pas bonne, où la fermeture des raffineries nous impacte assez profondément. Je n'ai pas parlé de la réforme portuaire. Ça nous a impacté financièrement, mais pas durablement. Ça ne remet pas en cause notre modèle. Pendant 5, 6 ans, 10 ans, on va prendre... C'est un investissement. Et donc, ça ne remet pas en cause notre modèle, de mon point de vue, en tout cas. Même si la pénibilité ou des choses comme ça, il faut être extrêmement attentif pour nous, comme pour les entreprises, d'ailleurs. Ce sont des sujets qui coûtent extrêmement, extrêmement cher. Et voilà, donc moi j'appelle de mes voeux une vision globale des relations financières entre l'État et les ports, même si ce sont des choux et des carottes. On parle de dividendes, de subventions de dragage, enfin de crédits de dragage, on parle éventuellement d'impôts, de taxes foncières, etc. Quel est le solde des échanges financiers entre les ports et l'État? Et ce solde, il faut vraiment prendre garde dans cette période difficile à ce qu'il ne se dégrade pas pour les grands ports maritimes que nous sommes. Alors, je vois qu'il y a Rémi Maillet dans la salle, donc j'appelle pas à plus d'aide d'État. On a un règlement portuaire qui cadre les choses, on a un projet de règlement portuaire, on a une réglementation sur les aides d'État, le RGEC qui est en cours de discussion. Mais aujourd'hui, en France,
on n'a pas d'aide d'État. Ce sont les ports qui aident l'État. Ce sont les ports qui financent la moitié des dragages que l'État devrait prendre en charge. Ce sont les ports qui versent des dividendes à l'État, ce sont les ports qui vont verser des impôts à l'État. Tout ça, c'est autorisé, des aides des ports vers l'État. Et les ports, on leur a confié des missions de service public, des missions régaliennes, je le disais au début, et on ne sait pas, l'État n'a pas financé ces missions. Et donc, on n'est pas du tout, dans les principes, en contradiction par rapport aux grandes orientations européennes, en disant que la sphère publique doit se préoccuper du modèle économique des ports. Ce n'est pas forcément rajouter des aides d'État illicites, c'est juste y voir clair. On a aujourd'hui cette situation absurde où le port d'Anvers, mon principal concurrent, voit l'État belge financer 100% de ses dragages et c'est conforme au droit européen, et où en France, le port du Havre finance la moitié des dragages qui sont normalement à la charge de l'État, et où ce système est potentiellement remis en question par la nouvelle réglementation européenne. Tout ça est assez absurde, il faut remettre les choses en place. Merci beaucoup Hervé Martel. Je me tourne vers vous, Marc-Sandrin. Vous avez dit mais si, lorsque Hervé Martel dit oh, on n'appelle pas à plus d'aide de l'État. Vous dites mais si. Alors, quelle est votre réaction? Si je résume en un mot ce que vous avez dit, en gros, le modèle, il va bien, simplement les marchés baissent et on nous demande de payer davantage de taxes, et que par pointillisme, finalement, le tableau devient plus noir. Donc, votre réaction et votre lecture, Marc-Sandrin? Globalement, bien évidemment, le constat fait par Hervé Martel, et puis il avait été fait avant par les différents intervenants qu'on a entendus ce matin, est bien évidemment complètement exact. Il est clair qu'il y a une dégradation du modèle économique des ports très fort, avec un effet ciseau entre un chiffre d'affaires qui plafonne, et sur les 7 grands ports maritimes, le chiffre d'affaires en millions d'euros est resté stable depuis 2009. D'une part, il y a eu l'inflation, et d'autre part, il y a eu le transfert des outillages au privé. Donc vous voyez bien qu'il y a une vraie question de chiffre d'affaires, et puis en même temps, les charges ont suivi une courbe qui a fait que l'excédent brut a fortement baissé. Et dans le même temps, les investissements, effectivement, ça a été dit, ont été réalisés. Je crois qu'il faut bien le noter. Effectivement, les ports français, globalement, ne sont pas en retard aujourd'hui, même s'il faut continuer. Grosso modo, nous avons ici et là les quais en eau profonde et capacités qui peuvent accueillir les nouveaux portiques over Panamax. Mais globalement, entre l'État et les ports, oui, le solde positif, le solde de financement que l'État apporte au port est positif, en cumulant tous les investissements, les subventions d'investissement et les différentes subventions de dragage et les prélèvements. C'est positif. Néanmoins, et je crois que ça, il faut le souligner, c'est moins positif que chez nos grands concurrents Anvers et Rotterdam sur les différents axes indiqués, probablement sur les investissements, et on est en train de vérifier cela, mais également, et ça on s'est déjà acquis, sur les dragages et sur les aspects fiscaux, c'est un sujet sensible. C'est clair que le port de Rotterdam devrait payer l'impôt sur la société en 2017. Je crois qu'il mène un certain nombre de combats contre cela. Pour nous, le sujet est actuellement à l'étude. Et je peux le dire, mais je crois que le ministre le dira avec une autre autorité que la mienne tout à l'heure. L'État est très vigilant sur ces sujets de l'impôt sur les sociétés. On peut noter que sur la taxe foncière, il y a eu aussi, dans la loi de finances de décembre dernier, des dispositions qui, en même temps, constatent qu'on est quelque part en droit commun. Il serait étonnant qu'une entreprise située à 3 km du port paye la taxe foncière et celle qui est dans le port ne la paye pas. Par contre, il a fallu travailler sur des modalités qui respectent le service public portuaire et qui, d'autre part, mettent en place des modalités d'adaptation progressive. Et ces 2 dispositions sont bien dans la loi de décembre dernier. Donc vous, concrètement, vous réfléchissez sur le modèle économique des grands ports maritimes. Quels sont les champs d'un développement, d'une meilleure dynamique socio-économique sur lesquels vous avancez? Alors effectivement, d'une part, on appuie au maximum la logique commerciale, je crois que ça a été dit. Effectivement, il faut bien avoir en tête, alors on peut discuter un peu sur quelques chiffres, mais globalement, une petite moitié des conteneurs maritimes, c'est-à-dire ceux qui sont venus ou qui partent de notre pays par voie maritime, eh bien, passent par des ports étrangers. Anvers, Rotterdam au premier chef.
Alors, quand je dis conteneurs, quand je dis la moitié, y compris ceux qui sont dépotés ou empotés à l'étranger. Mais c'est autant de valeur ajoutée qui s'échappe à nous. On sait que 1000 conteneurs, c'est 6 emplois. Eh bien, ça fait quand même un paquet d'emplois qui sont perdus pour notre pays et qui sont... Donc, effectivement, pour ça, et ça, c'est les liaisons Interland. Et là, il faut souligner que le Premier ministre Manuel Valls a confié, comme ça a été rappelé tout à l'heure, des missions parlementaires, donc, et certains parlementaires sont là, et qui ont fait un travail exceptionnel pour bien souligner les conditions de développement des talents, par la partie gouvernance, par la partie investissement, par la partie service. En même temps, développer les industries portuaires. On a eu effectivement par le passé beaucoup plus d'industries les pieds dans l'eau, et c'est vrai que les tonnages globalement ont baissé. On était à 307 millions de tonnes en 2008, on est à 263 en 2015, pardon. Donc on voit la baisse de 13% quelque part. Donc, et ça, c'est essentiellement du tonnage industriel, en particulier des vracs liquides et des raffineries de pétrole, ça a été rappelé, qui ont disparu. Mais on veut travailler là-dessus sur des nouvelles entreprises autour de l'économie verte et bleue, l'économie circulaire. Et on peut souligner qu'il y a un certain nombre de réalisations très positives. On appuie les ports sur les bases logistiques qui sont essentielles. Plus les entrepôts logistiques seront là, plus les armateurs auront des raisons de venir, d'escaler, de faire leurs escales dans nos ports français. Et ça se traduit concrètement par un travail sur les simplifications administratives. Et je crois qu'effectivement, on est bien placé pour savoir que le travail n'est pas terminé. Ça a été rappelé. Oui. Donc on continue sur ces sujets. Et puis sur les infrastructures de transport, effectivement, le gouvernement vient d'acter un plan de développement ou de confortement du service fret ferroviaire, qui est lors de la toute récente conférence ferroviaire, qui vise effectivement à maintenir les choses. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que sur le trafic total des ports qui sort et qui rentre des ports français, des GPM, la part de modal du fer et du fluvial, j'enlève les oléoducs qui correspondent à des volumes très importants, mais hors oléoducs, 25% du trafic est fait par le fer et le fluvial. Globalement, c'est à peu près stable depuis une dizaine d'années. Le fer s'érode un peu, passe de 14 à 13, le fluvial augmente un peu de 11 à 12. Et ça raconte quoi, ça? Alors ça va faciliter les développements longue distance, le transport longue distance. Car quelque part, quand on dit qu'il faut regagner ces trafics de conteneurs, notamment, qui passent par les ports étrangers, mais quelque part, ces conteneurs-là, ils ne sont pas dans la région havraise. Ils sont par contre déjà dans la région Île-de-France. Mais ils sont encore plus dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France. Et puis, on sait bien qu'à Lyon, il y a aussi une propension à partir sur Anvers qui n'est pas du tout négligeable. Mais pardon, Marc-Sandrin, vous, à la Direction Générale des Infrastructures des Transports et de la Mer, aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour aider à créer cette meilleure dynamique, par-delà le constat que vous faites des marchés aujourd'hui ou de l'état de la situation? Quels sont ce que vous mettez en œuvre? Alors, sur le ferroviaire, par des financements qui sont considérables, et en particulier des mesures pour alléger le péage du fret ferroviaire, dans le cadre d'une transition qui évolue. D'autre part, le système de ce qui s'appelle l'aide à la pince, et le ministre en reparlera tout à l'heure. L'aide à la L'aide à la pince, qui consiste en fait à aider le transport multimodal. D'accord. Et puis on peut dire aussi, il y avait une distorsion sur le transport fluvial de conteneurs, où il y avait les opérateurs fluviaux doivent payer dans certains ports un surcoût par rapport au transport routier ou ferroviaire. Eh bien, à Dunkerque, ce surcoût a été mutualisé, a été supprimé, il a été mutualisé, et de fait, le trafic de conteneurs par voie fluviale passe en 2 ans de 3000 TEU à 20 000. Je parle sous le contrôle de Stéphane, bien évidemment, de Stéphane Raison. Il a l'air d'accord. On peut noter aussi les actions environnementales. Donc là, c'est important on le sait tous, et ça a été dit, les ports sont essentiellement situés dans des zones naturelles de grande richesse. Et donc, il faut que l'État
trouve le bon équilibre entre le long terme, la protection de la biodiversité et de l'environnement, nos petits-enfants quelque part et les générations qui suivent, et puis également le court moyen terme, la richesse qu'on produit, les emplois. Et là, ça se traduit par des dynamiques réglementaires qui visent à en même temps mettre en place un niveau de protection important, mais en même temps faciliter les solutions raisonnables. Je pense par exemple à des problématiques de dépôts de dragage où il est essentiel que les dépôts de dragage ne soient pas trop loin des ports parce que sinon ça conduit à des coûts exorbitants et en même temps que ce soit fait correctement, et c'est bien le cas. Et là, il faut souligner, et c'est vraiment tout à l'honneur des grands ports maritimes, que l'autorité environnementale a émis un avis globalement favorable, je dirais même très favorable, sur les projets stratégiques, et en particulier sur les volets environnementaux des projets stratégiques des grands ports maritimes. Merci Marc-Sandrin. Je me tourne vers vous, Bruno Vincent. J'ai entendu Hervé Mattel qui dit il n'y a pas de problème de modèle, mais on a bien compris tout ce qui dysfonctionnait autour. J'entends Marc-Sandrin qui explique que les ports ne sont pas en retard, mais après on voit bien que le paysage évolue. Vous, quel est votre regard en tant que directeur des participations adjoint pour le secteur transport à l'Agence des participations de l'État ? Je voudrais, avant de répondre précisément à la question, revenir sur ce que disait Marc-Sandrin sur les investissements. Je pense qu'il a souligné à juste titre que les ports investissent massivement chaque année pour entretenir et développer leur outil productif. Et ce qui est en complément intéressant de noter, c'est que si on se concentre sur les trois principaux grands ports maritimes que sont Le Havre, Marseille et Dunkerque, et qu'on regarde les 5 dernières années, on observe que plus de 70% du montant total de ces investissements sont autofinancés. Alors on peut le déplorer, on peut regretter que les subventions soient insuffisantes, mais ce qui est certain, c'est que ces investissements pèsent directement sur le bilan des ports. Et donc ça pose une question qui est essentielle du point de vue de l'Agence des participations de l'État et qui permet dans une certaine mesure de répondre à votre question, c'est celle de la soutenabilité de ces investissements. Puisque la question qu'on se pose, c'est est-ce que les ports sont capables de financer ces investissements ? Est-ce que leur situation financière est soutenable ? Et donc ça, c'est une question qu'on examine notamment dans le cadre du comité d'audit. J'en profite pour dire 2 mots de cette structure que le député Leroy a évoquée tout à l'heure, à laquelle Hervé Martel a également fait référence. C'est un comité qui est constitué de membres du conseil de surveillance et dont la mission est de préparer les délibérations du conseil de surveillance sur l'ensemble des dossiers qui ont des enjeux financiers significatifs. Et c'est un comité qui par ailleurs a vu son rôle encore renforcé par la loi sur l'économie bleue, puisque non seulement donc son existence est désormais reconnue dans la loi, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais la loi prévoit qu'un représentant de la région est désormais systématiquement associé aux discussions du comité d'audit. Donc l'objectif qu'on poursuit, c'est que au moins 2 fois par an, le comité d'audit puisse examiner la soutenabilité de la trajectoire financière du port. Alors qu'est-ce que ça signifie examiner la soutenabilité ? Ça signifie notamment regarder l'évolution de la dette. Est-ce que les ports, on vient de le dire, autofinancent une grande partie de ces investissements ? Pour ce faire, ils recourent en particulier à la dette. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir si cette dette est soutenable. On ne peut pas apprécier de manière absolue si une dette de X millions d'euros est soutenable. Et donc l'idée, c'est de la rapporter aux richesses qui sont créées par le port. C'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire les richesses dégagées chaque année par l'activité du port. Et donc le comité d'audit regarde, et l'APE regarde en particulier, un ratio qui est le ratio entre la dette et la capacité d'autofinancement. C'est un ratio qui est important et qui permet notamment d'illustrer ce à quoi Hervé Martel faisait référence, c'est-à-dire le fait que la réforme de 2008 a eu un impact significatif. Alors j'espère, comme Hervé, que c'est un impact de court terme et qu'on va assez vite retrouver un régime stationnaire et que les bénéfices de la réforme permettront de retrouver une situation durablement positive. Mais le fait est que sur certains ports, Le Havre est un exemple, Marseille en est un autre, la réforme de 2008 a eu un impact très négatif, très lourd sur le bilan des ports. Et donc ça a conduit le ratio dette sur CAF à être dégradé puisque la capacité d'autofinancement, le dénominateur, était très fortement réduit. C'était anticipé ? C'était anticipé dans une certaine mesure parce que cette réforme, comme chacun sait, c'était un équilibre très complexe à trouver entre les différentes parties concernées. Et donc pour le permettre qu'elle soit réalisée dans des conditions acceptables, les grands ports maritimes en l'occurrence, ont été conduits à accorder un certain nombre de compensations. Donc tout ça a été discuté dans le cadre d'un équilibre qui a été trouvé alors. Mais ça dure plus longtemps que ça n'était anticipé. Je pense que c'est plus lourd que ça n'était prévu.
du point de vue de l'APE, c'était plus long qu'anticipé. On pensait que le gros de l'effet serait passé en 3 ou 4 ans. Et là, on observe, sous le contrôle d'Hervé et des autres participants, que 5 ans ou 6 ans après, on continue d'en observer les effets. Alors j'espère que d'ici 2018, dans les trajectoires qu'on a pu partager récemment, à l'horizon 2018, on espère en être sorti, si j'ose dire, mais aujourd'hui l'impact reste très fort. Alors évidemment, si on en reste à examiner l'évolution de la trajectoire financière, ça ne signifie pas grand-chose. Et donc l'idée, dans le cadre de ce comité, c'est, en lien avec le directoire, et j'en profite pour souligner que, comme l'indique Hervé Martel, c'est les directoires qui gèrent les grands ports maritimes. La question, c'est comment, du point de vue de l'État, on peut, dans le cadre de la gouvernance, et le comité d'audit en l'occurrence, appuyer les efforts des directoires pour améliorer les choses et développer les ports. Donc il y a une première manière, si le ratio de dette explose, si j'ose dire, c'est de réduire le numérateur, c'est-à-dire d'investir moins. Alors ça, pour que ce soit fait de manière intelligente, il faut qu'on sache hiérarchiser le programme d'investissement, qu'on sache, en cas de besoin, étaler dans le temps la réalisation des programmes d'investissement, mais je ne pense pas que ce soit soutenable à très long terme. Et donc, la deuxième manière de réagir, c'est d'améliorer la CAF, la capacité d'autofinancement. Et pour ça, il y a un levier en particulier sur lequel on consacre au sein de l'État et en lien avec les ports une grande attention, c'est l'identification des leviers de croissance alternatifs à l'activité actuelle des ports. Il y a un certain nombre d'activités pétrolières en particulier qui sont confrontées à des grandes difficultés. La question, c'est quelles nouvelles activités on peut trouver pour booster le chiffre d'affaires du port, rétablir une capacité d'autofinancement et permettre que les ports financent leurs investissements. Et à cet égard, je pense qu'il y a un chantier en particulier qui est important, c'est le chantier de la politique domaniale, c'est-à-dire la capacité que les ports ont de valoriser au mieux leur domaine. Et il y a des efforts considérables qui sont faits par les équipes dirigeantes des ports ces temps-ci sur ces sujets, qui suscitent de notre part et de la part du comité d'audit une attention importante. Je voudrais très rapidement évoquer 2 autres questions qui sont liées à cette question de la trajectoire financière. La première, c'est la question des tarifs. Le député Leroy a tout à l'heure souligné l'importance de rétablir un positionnement concurrentiel favorable des ports français en termes tarifaires. Je voudrais faire 2 remarques à cet égard. La première, c'est que la compétitivité, c'est certes un sujet tarifaire, mais ce n'est pas seulement un sujet tarifaire. Et à cet égard, le rapport TDIE, qui est très complet, rappelle qu'il y a aussi des enjeux de qualité de service, il y a des enjeux de marketing, il y a des enjeux de politique commerciale, qui sont là aussi des sujets sur lesquels les directoires des ports investissent une grande énergie. Et je pense que c'est des leviers de compétitivité essentiels qu'il faut aussi privilégier. Et la deuxième remarque, c'est que s'agissant du sujet tarifaire qui est réel, je rejoins ce que Arnaud Leroy soulignait tout à l'heure, il faut tenir compte de 2 contraintes. La première, c'est cette contrainte de positionnement tarifaire. Si les ports français sont beaucoup plus chers que leurs voisins, c'est vrai qu'on part dans des conditions pas très favorables dans le jeu concurrentiel. La seconde, c'est de s'assurer d'un équilibre financier suffisant des différentes activités du port. Alors, on sait bien qu'il y a des activités qui permettent de dégager des ressources, d'autres qui permettent moins de dégager des ressources, voire certaines qui sont déficitaires. Mais je pense que c'est intéressant qu'au moins on fasse l'analyse, dans le cadre des orientations de la politique tarifaire, de quelles activités dégagent des ressources, quelles activités sont déséquilibrées, pourquoi elles sont déséquilibrées. Et à cet égard, je pense qu'il y a un instrument, là encore c'est un constat du rapport TDIE, qui mérite peut-être d'être utilisé davantage, y compris d'ailleurs de notre part qu'aujourd'hui, c'est les instruments de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique, ça veut dire regarder pour chaque activité du port quelle est la performance financière des différentes activités. Et en quelques mots, puisque je ne veux pas être trop long, je voudrais enfin évoquer une question sur laquelle l'Agence des participations de l'État et l'État en général, les ministères financiers peut-être surtout, sont interpellés régulièrement, qui est la question du dividende. L'État prélève chaque année sur le résultat net des établissements publics portuaires un dividende, comme il le fait d'ailleurs sur l'ensemble des établissements publics. Il faut savoir que jusqu'en 2005, le montant du dividende était forfaitaire, c'est-à-dire que c'était une disposition de la loi de finances, 50% du résultat était prélevé chaque année par l'État. Ça posait une difficulté majeure, qui est que ça ne permettait pas de tenir compte des circonstances particulières de chaque port, du fait que certains sont confrontés à des difficultés, d'autres non, et que la situation peut évoluer dans le temps. C'est pourquoi on utilise aujourd'hui une nouvelle méthode pour déterminer le dividende chaque année, qui reste fondée sur des éléments objectifs que sont le ratio de dette que j'ai évoqué tout à l'heure et puis le niveau de trésorerie.
mais qui, c'est le point, la nouveauté principale, s'appuie sur la trajectoire financière de chaque port. Et de mon point de vue, ça répond, j'espère, en partie, un peu à l'inquiétude d'Hervé Martel, parce que l'idée, c'est que chaque année, et c'est une discussion qui se fait en lien avec les directoires des ports concernés, on examine la trajectoire financière et on détermine un niveau de dividende. Encore une fois, le dividende, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est prélevé dans l'ensemble des établissements publics qui relèvent de l'État, mais on détermine un niveau de dividende qui tienne compte de l'enjeu de soutenabilité de la trajectoire financière et en particulier ne remette pas en cause la capacité du port à se développer. Donc je pense que c'est plus une question de niveau et peut-être de mieux apprécier de notre part les contraintes de chaque port. Et on le fait puisque ces dernières années, il a pu arriver, il arrive d'ailleurs encore, que dans des circonstances, quand on a des circonstances très dégradées dans tel ou tel port, on ne prélève aucun dividende. Et donc je pense que c'est une discussion qu'il faut continuer d'avoir avec les ports pour tenir compte de la contrainte que Hervé soulignait. Une discussion qui veut dire, quand vous dites ça, Bruno Vincent, un échange qui permet de faire évoluer les choses aussi, ou c'est juste une discussion où vous pouvez expliquer de façon verticale clairement la position Non, on peut déjà, je pense, faire davantage de pédagogie, sans doute, pour expliquer mieux cette méthode. Mais pas changer, c'est ça, l'échange. Non, je ne dis pas changer, je pense que cette méthode, son objectif, c'est de, encore une fois, s'adapter aux circonstances particulières de chaque port. Et les circonstances particulières de chaque port, je pense qu'il n'y a personne qui est mieux capable de les apprécier que les équipes du directoire. Et donc, nous, notre objectif, c'est que chaque année, on engage une discussion avec les directoires pour apprécier le niveau de dividende qui peut être prélevé en tenant compte de ces contraintes. Hervé Martel, vous voudrez réagir d'un mot peut-être, mais je voudrais aussi me tourner vers Stéphane Raison, peut-être pour que vous puissiez aussi réagir sur cette question de dividende. De toute manière, vous êtes tous les deux complètement... Non, mais pas uniquement sur cette question. Je tiens sur les principes, on est entièrement d'accord et c'est géré de façon plutôt plus intelligente aujourd'hui que ça n'a été par le passé, cette question des dividendes. J'ai oublié de dire qu'on avait des bons contrats de plan, il faut quand même dire merci quand on nous donne de l'argent. Donc on a l'État et les régions qui se sont mobilisés cette fois-ci pour nous accompagner dans notre stratégie d'investissement. Et je pense que c'est quand même important de le signaler ici. Et je voudrais quand même revenir sur le fait que je ne suis pas sur des questions théoriques de principe. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Simplement, faisons le solde. Est-ce que ce solde, il se dégrade? Il est positif, Marc, heureusement. Mais tu dis, il se dégrade. Donc il se dégrade. Donc c'est moins bien aujourd'hui que ça l'était hier, dans une période où c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe chez nos concurrents? On parle beaucoup de level playing field, au niveau européen. Est-ce que l'État belge, l'État néerlandais aide plus ou moins que l'État français ces ports pour le développement? C'est ça la vraie question. Je ne sais pas y répondre, mais il y a des études de benchmark qui sont lancées. J'ai l'intuition que c'est plutôt moins. Stéphane Raison, vous savez y répondre. Je ne vais pas répondre moins bien que mon président, donc je vais éluder la question. Non, quelques mots par rapport à ce qu'on a entendu ce matin. Moi, je voulais d'abord, au démarrage, remercier les parlementaires avec qui on a travaillé, donc René Van Dierenonck qui est là et Jérôme Mignon qui est parti. Je vois que l'animateur nous dit 5 minutes, donc je vais essayer de tenir en 5 minutes. Il y a un élément très très fort de l'action engagée par le gouvernement sur les rapports d'axe, c'est de pouvoir essayer de mettre tous les acteurs autour de la table. C'est un peu ce qu'on a, à mon avis, bien réussi sur la région Hauts-de-France, d'arriver à identifier très sérieusement les problèmes. On n'a pas de chance dans le nord de la France, on est le plus proche de la concurrence internationale, des plus grands ports quasiment du monde dans leur modèle économique. Et donc on a, je pense, rapidement, puisque c'est une de nos actions le 28 septembre dernier, on a mis en place une des mesures phares qui était le regroupement des ports, ce que Aropa a fait il y a 5 ans, ce que disait Hervé, et ce que Marseille a fait il y a quelques années avec Medlink. Mais je pense qu'on n'arrivera pas, parce qu'on parle beaucoup de modèle économique, mais moi j'ai envie de vous parler un peu de modèle de développement. On n'arrivera pas à gagner la bataille des ports si effectivement on ne repense pas le modèle de développement. C'est un peu ça qui est induit dans la question. Oui, d'accord. Hein. Mais bon, pas que de faire le constat, un peu de perspective. Oui, quelques perspectives sur le modèle de développement. La première chose, c'est que, et ça c'est aussi un des constats des rapports parlementaires, celui de Charles Revet qui est derrière, c'est qu'il y a la diversification. Aujourd'hui, moi je me présente souvent comme un ex-rentier du pétrole. Si vous voulez quelques chiffres, le port de Dunkerque a perdu 17 millions d'euros de CAF avec la fermeture non pas d'une mais 2 raffineries.
la raffinerie de Flandre en 2010 et la raffinerie de Colas en 2015. Donc 17 millions de caves perdues sur 5 ans, ça fait très très mal dans les standards économiques et dans notre capacité justement à investir. Deuxième point, on est capable de faire de la diversification. On n'a pas baissé notre trafic depuis des années grâce aux différents directeurs généraux qui sont passés à Dunkerque et qui se sont investis dans la diversification. On s'est diversifié dans le roulier, on s'est diversifié dans les céréales, on s'est diversifié dans le conteneur. Plus 60% d'augmentation de notre trafic en 5 ans. C'est quand même pas rien dans notre capacité à rebondir sur d'autres choses. Et demain, le gaz naturel liquéfié qui démarre et qui nous donnera là aussi un éventail de possibilités différentes de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant avec un système quasiment assis sur tout le pétrole. Moi, j'ai envie de vous parler de notre écosystème industriel, parce que c'est ça les grands ports maritimes et c'est ça que l'esprit de la loi de 66 dans la création des ports autonomes. On acquiert par préemption une grande circonscription, à Dunkerque 7000 hectares, au Havre 10 000, à Marseille entre 12 et 14 000. Et qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dessus et comment on arrive à créer une espèce de symbiose industrielle et à faire venir des industriels. Alors on a fait venir des grands, des raffineries d'abord, des centrales nucléaires, des usines sidérurgiques. Et puis finalement, on n'a pas réussi à assembler un tissu que j'appelle moi de moyenne gamme, mais tout aussi important, d'entreprises qui rendent la circonscription portuaire résiliente. Et c'est là-dessus que nous, on travaille depuis un certain nombre d'années, depuis 2009, avec l'agence d'urbanisme de Dunkerque, à caractériser notre toile industrielle et à caractériser ce qui manque ou ce qui pourrait venir s'implanter et qui crée du business sur la circonscription. Et c'est ça le fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de modèle économique, et on parle de modèle de développement, et finalement, qu'est-ce qu'on arrive à capter? Et depuis quelques années, finalement, cette réimplantation, on parle de désindustrialisation du pays, finalement, cette réimplantation, on la voit. Alors bien sûr, comme dans tout système libéral, on voit des entreprises fermées, mais notre objectif en tant que directoire du port, c'est bien de ramener plus d'emplois, plus d'entreprises qu'il n'en disparaît. Et alors, quels sont les champs de développement? Alors les champs de développement, ils sont nombreux. On a des champs sur l'agroalimentaire. Alors nous, on a bien sûr une vocation sur la sidérurgie, donc on va traiter de tout ce qui tourne autour de la sidérurgie, de ses sous-produits. Et le travail méthodologique, le travail intellectuel que nous, on a mené, c'est de regarder tout ce qui sort, tout ce qui rentre. C'est un peu le principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et sur la circonscription portuaire, on est en capacité de donner aux industriels ce qu'ils attendent, parce que quand un industriel investit, il met beaucoup d'argent sur la table, c'est-à-dire une garantie de long terme. Garantie de long terme sur sa capacité à être là, à y rester et aux meilleurs standards économiques. Donc ça, c'est vraiment le travail le plus important sur lequel on a vraiment agi. Donc c'est la politique commerciale voilà, agressive. C'est une politique commerciale. Moi, j'aurais j'aurais tendance à dire, par rapport à ce que j'ai entendu récemment, les ingénieurs des ponts, directeurs des ports, ce ne sont pas que des constructeurs d'infrastructures, ce sont des gens qui parcourent le monde justement pour faire venir dans leur territoire des implantations commerciales. Et donc, voilà, c'est notre rôle. Juste un élément qui me paraît très important pour rebondir sur ce qu'a dit Hervé, l'isopérimètre fiscal. On ne peut pas travailler contre d'autres ports européens si on n'a pas la même politique, si on n'a pas les mêmes politiques fiscales. Effectivement, si on paye que la moitié, si on nous paye que la moitié des dragages, si on n'a pas l'autoliquidation de la TVA, maintenant c'est le cas, si on n'a pas d'harmonisation sur les THC, etc., etc., ce sont des critères, et je le vois là dans le domaine du conteneur, ce sont des critères qui vont nous pénaliser par rapport aux grands ports du Nord. Donc, il faut absolument que le système revienne à isopérimètre. On voit que sur les tarifs, il n'y a pas de problème de tarifs. Quand l'État a sorti sa grande étude sur la comparaison des tarifs et son benchmark de tarifs portuaires en Europe, les ports français ne sont pas défavorisés en termes de politique tarifaire et de positionnement tarifaire. Maintenant, on n'a pas les mêmes conditions fiscales et effectivement, ça joue sur notre compétitivité. Et enfin, dernière chose, moi je pense qu'il y a un élément qui doit nous rassembler, en tout cas dans le nord de la France, c'est Seine-Nord. Je le dis parce que mon voisin est à côté. On a un axe d'infrastructure qui permet de nous relier, plateforme portuaire à plateforme portuaire. Le système portuaire logistique belge, il est relativement simple. On stocke à Anvers. On stocke à Anvers 6 millions, dans 6 millions et demi de mètres carrés d'entrepôt, tout un tas de marchandises qui s'échangent sur la plateforme. Voilà, ce lien entre les deux structures, il a du sens. Je sais qu'on n'est pas d'accord avec Hervé, mais il y a d'autres parlementaires qui finissent par être d'accord avec nous. Voilà.
Il s'est dit, vous avez pris la parole en premier, il la prend en dernier. Voilà, et c'est pour ça que je garde le micro. Dernière chose, on a pour l'instant peu parlé du ferroviaire, Marc en a parlé un peu. Je pense que c'est très très important, on a parlé de fluvial, de desserte des hinterlands par le fluvial, donc on parle de Seine-Nord. Il faut surtout pas oublier que si on veut décarboner le système de transport, ce qui est un de nos objectifs, on est quand même fait partie du ministère de l'Environnement. Si on veut décarboner le système de transport, il ne faut pas oublier le ferroviaire et donc mettre tout notre poids dans la balance pour qu'on fasse de la liaison ferroviaire et du transport massifié par la voie ferrée. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Raison. De toute manière, on reparlera du ferroviaire. Alors juste Hervé m'y fait penser quelques ordres de grandeur. On ne parle pas de milliards d'euros quand on parle du portuaire. Dans les investissements qui restent à réaliser, dans les équilibres financiers, on parle que de quelques dizaines, voire quelques centaines de millions d'euros. Donc on n'est pas à l'échelle de projets qui coûtent aujourd'hui plusieurs milliards. Ça c'est important. Les ordres de grandeur sont relativement faibles. C'est faisable. Et c'est faisable. Et puis en plus tout le monde a l'air plutôt d'accord, donc limite on se demanderait pourquoi ça ne marche pas. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette première table ronde. Merci messieurs.